Alors, on continue les conférences cet après-midi. Du coup, on enchaîne sur révéler les données cachées de la Search Console. On va avoir tous les secrets. C'est à toi. Bonjour à tous. Faut que je m'habitue à la petite zapette là. Comment ça marche ? Bon, on va commencer. Merci d'être là aujourd'hui. Je vais vous parler de la Search Console, vous avez compris. Un petit point d'abord sur qui je suis. Donc, je suis un des 4 associés fondateurs de Resoneo. Resoneo, c'est une agence de conseil en marketing web. On fait beaucoup de SEO, Search and Shopping, Display, Social Ad, enfin de l'acquisition en général. Et on a aussi un pôle analytique et tech qui fait beaucoup de data. Et ça va nous intéresser aujourd'hui notamment. En parallèle de ça, on développe pas mal d'outils pour notre utilisation et pour nos clients. Donc parmi les outils qu'on a récemment mis en production sur étagère, on a Data Valorisation qui se branche sur les données de la Search Console et qui fait tout un tas de transformations et de restitutions dans des tableaux de bord pour essayer de mettre en place des tableaux décisionnels sur le SEO, savoir comment optimiser sa stratégie. On a également un petit nouveau qui s'appelle Prométhéo. Prométhéo fait de la projection de trafic, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les positions sur lesquelles votre site est présent. On va estimer, selon la difficulté, la concurrentialité de la requête, où est-ce qu'on pense pouvoir aller en termes de position et quel gain de trafic on peut espérer derrière. On va clusteriser tout ça avec de l'IA pour avoir des thématiques et estimer du chiffre d'affaires additionnel. Donc c'est vraiment des outils qu'on veut pour aider à la prise de décision. Alors là, vous allez, pour certains, peut-être vous reconnaître en tant que SEO, que ce soit en agence ou chez l'annonceur, le chef qui arrive le lendemain de Codir et qui demande pourquoi la visibilité de la nouvelle gamme de produits ne décolle pas, comment s'assurer que nous ne perdons pas de trafic lors de la refonte prévue l'année prochaine, quel est le plan d'action en SEO pour les 3 prochains mois, est-ce qu'on doit continuer à investir dans l'éditorial, ça marchait mieux l'année dernière, etc., etc. Vous avez tous eu déjà ce genre de questions à laquelle il faut répondre pour le lendemain. Et donc, parmi les réflexes qu'on a dans ces cas-là, c'est d'aller se plonger dans les données de la Search Console pour essayer de trouver des réponses. Et là, on se heurte à de nouvelles problématiques. Déjà, il n'y a pas d'exhaustivité de la donnée sur l'interface utilisateur de la Search Console. On n'a droit qu'à 1000 lignes, donc on est souvent bloqué. On a un historique qui est quand même pas mal. 16 mois, c'est pas rien non plus, mais parfois ça peut manquer un peu. On a des tâches qui sont très chronophages, d'aller exporter la donnée, de la retraiter, de créer des rapports en parallèle, ça devient vite le bazar. On n'est pas toujours certain de l'intégrité de la donnée qu'on récupère et qu'on manipule. Et ça, c'est un des vrais problèmes de la Search Console, c'est qu'il y a peu de documentation claire sur le sujet. Et il y a toujours des choses qui nous paraissent anomaliques. Donc le premier réflexe, c'est de se dire finalement, la Search Console, c'est pourri, les données ne sont pas bonnes. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est justement de comprendre un peu mieux ce qu'il en est. On n'a pas non plus détecté toutes les subtilités de la machine. C'est un gros bousin, ce truc-là. Mais on a quelques infos qui peuvent vous intéresser. On a aussi de la difficulté à segmenter facilement le split marque-en-marque ou le suivi d'une catégorie particulièrement. On se retrouve vite confronté à des limitations à ce niveau-là. Voilà, donc il faut bien comprendre le fonctionnement technique de la Search Console, ses limites, avant de pouvoir se plonger dans la donnée et essayer d'en faire quelque chose. D'ailleurs, j'en profite là pour tordre le cou à une idée reçue par rapport à la Search Console. Il y en a pas mal qui se disent, si j'active ma Search Console sur un site, par exemple d'un PBN ou autre, Google va avoir les données et donc c'est pas bien. Non, il a déjà les données, il a déjà l'historique des 16 mois. Tout ce que vous faites en ouvrant l'accès, c'est de vous ouvrir l'accès. Et donc vous avez la possibilité de voir ces données-là, mais Google les a de toute façon. Alors il y a un concept qu'il faut bien comprendre dans la Search Console,
qui est très important, c'est les clics anonymisés. C'est comme ça qu'ils les ont appelés. Donc le discours officiel de Google là-dessus, la première fois qu'ils ont communiqué sur le sujet, c'était pour protéger la vie privée des utilisateurs, on va masquer certaines requêtes. Et par la même occasion, ils ont communiqué sur le fait que certaines requêtes très rares seront également omises des rapports. Donc on va se pencher un peu sur ce sujet parce que c'est assez peu connu, assez peu documenté. Je vois pas assez de SEO à mon goût qui vont se plonger vraiment sur ce phénomène-là et ce problème-là, parce que ça représente un volume de clics quand même très important. Donc c'est utile d'essayer de comprendre ce qu'il en est réellement. Voilà, on va mener l'enquête. Donc les requêtes rares, il y en a effectivement pas mal. Google communique depuis des années sur le fait que 15% des requêtes effectuées chaque jour sur le moteur sont nouvelles. Donc il y a vraiment une proportion de requêtes rares qui est importante. Alors on a fait une étude chez Resoneo, ça date c'est 2022, enfin, c'est toujours représentatif de la réalité. On a pris 300 propriétés Google Search Console. Ça représentait 10 milliards de clics et 240 milliards d'impressions. Et effectivement, on a 65% des mots-clés de la GSC qui génèrent seulement 15% des impressions et en plus qui génèrent 0 clic. Donc ça, c'est les requêtes à 0 clic. Un truc d'ailleurs intéressant à regarder, c'est l'évolution dans le temps de cette donnée-là. Parce qu'à l'heure où Google se veut de plus en plus un moteur de réponse et incite de moins en moins à cliquer sur les résultats, cette proportion-là de requêtes à 0 clic a tendance à progresser. Qu'est-ce qu'on a découvert d'autre dans cette étude ? 3,6% des mots-clés seulement génèrent plus de 80% du trafic et 60% des impressions totales. Alors là-dedans, il y a de la marque, bien sûr. Les requêtes marques, ça va vite. Vous voyez en bas le tableau avec le nombre de keywords, le pourcentage de clics que ça représente et le pourcentage d'impressions. Et on voit que moins de 0,01 des mots-clés génèrent 40% des clics. Donc ça, c'est clairement les requêtes navigationnelles notamment. Là, on est tout trafic confondu. On va rentrer un peu plus après dans le détail du marque en marque. Donc il y avait une étude qui était sortie fin 2022, faite par Ahref. Parce que Ahref, vous savez, vous pouvez plugger et connecter votre compte GSC de votre site web avec leurs données. Et eux, ils se sont rendus compte que 46% des clics de la GSC correspondaient à des clics masqués. Donc on ne parle pas d'un épiphénomène, c'est quand même très important en termes de volume. Donc nous, par rapport aux données qu'on a manipulées pour notre étude, on confirme, alors c'est un peu moins, 40% de clics anonymes sur les 10 milliards de clics et 240 milliards d'impressions, et 64% d'impressions qui correspondent à du trafic anonyme, c'est-à-dire, encore une fois, celui pour lequel on n'a pas la requête, on n'a pas le mot-clé. Donc on est aveugle sur ce trafic-là. Donc on s'est posé des questions, et nos clients aussi. Est-ce qu'on peut déterminer un peu plus le profil de ce trafic anonyme? À quoi il correspond? Est-ce que c'est de la marque, par exemple? Est-ce que c'est du hors-marque? Et est-ce qu'on peut réduire la part de ce trafic masqué par Google dans la manière dont on va le récolter? Parce que, bien évidemment, pour creuser un peu plus, on ne passe pas par l'interface utilisateur. On va aller essayer de scraper la data via l'API ou via le connecteur natif. Donc déjà, la première chose qu'on a faite, c'est de regarder le taux de clic de ce trafic-là. Donc le trafic en clair, c'est celui pour lequel on a les mots-clés, il clique à 6,6%. Le taux de clic du trafic anonyme est beaucoup plus bas, 2,7% seulement. Donc c'est déjà une première indication, sachant qu'on a un taux de clic global sur l'ensemble du dataset sur lequel on a travaillé qui est de 4,4%. Donc sur le trafic qui est en clair, donc pour lequel on a les mots-clés, on a creusé un peu plus et on s'est rendu compte que le taux de clic du trafic marque, parce que là on avait fait un split marque hors marque, cliqué donc à 7,4%, alors que le trafic hors marque à 2,6%. Donc un trafic qui est quand même beaucoup plus proche de celui du trafic anonyme.
Donc ça, c'est important d'avoir cette notion de trafic anonyme dans les données que vous manipulez au niveau de la Search Console. Et au final, votre rapport mensuel SEO, plutôt que d'avoir juste une évolution du marqueur marque, il devrait plutôt ressembler à ça, avec une part de trafic anonyme, donc qui est en moyenne de 40%, mais sur lequel il y a un écart type très fort. On se rend compte qu'on a des clients qui ont une très forte notoriété, par exemple, avec beaucoup de requêtes marques qui, eux, vont avoir un taux de clics anonymisés de 5, 6, 7%, alors que d'autres acteurs vont être à plus de 60% de trafic anonyme. Donc quand on est aveugle sur 60% de son trafic, forcément, c'est pas évident. Et puis pour ceux qui ont un pourcentage de trafic anonyme de 5%, souvent c'est parce qu'il y a le poids de la marque qui est très fort. Et en fait, dans l'anatomie du trafic SEO, peu de requêtes marques peuvent générer un fort pourcentage de clics. Donc ça explique aussi cette différence-là. Mais en tout cas, il faut avoir cette notion, en tout cas, il faut que vous ayez conscience de la part du trafic anonyme qui correspond à votre site. Sinon, voilà, au moins ne serait-ce que pour en être conscient. Et en sachant donc que la majorité de ce trafic anonyme correspond plutôt à du hors-marque. Alors on va voir qu'il y a potentiellement des subtilités. Hein. Parfois, vous avez des requêtes produits qui sont positionnées très loin, ou même qui peuvent être en première position, mais qui sont de la très très long tail et qui vont cliquer à 40%. Donc ça veut pas, le taux de clic sur une requête, sur un mot-clé, n'est pas forcément significatif de savoir est-ce que c'est de la marque ou du hors-marque. Donc ça, cette histoire de mots-clés rares et masqués à des fins de protection de la vie privée de l'utilisateur, c'est une première raison qui explique l'apparition de ce trafic anonyme. Mais il y en a d'autres. Et on va aller justement regarder un petit peu comment faire pour limiter au maximum cette part du trafic anonyme, parce que ça nous permet d'y voir plus clair, tout simplement, dans les données sur lesquelles on travaille. Donc la première chose, quand on utilise l'API de la Search Console, c'est que pour chaque requête, on est limité à 25 000 lignes. Et on a le droit de faire une pagination, donc on peut monter à 50 000 lignes en passant le paramètre start row, je crois. Donc ça montre bien que Google applique la méthode offset sur la pagination et non pas curseur. Donc ça, c'est un point de détail, mais qui peut avoir son importance. En fait, la méthode offset, c'est de dire qu'on passe 25 000 lignes avant d'aller requêter les 25 000 autres. Sauf qu'entre deux requêtes API, les données peuvent avoir changé, et donc on peut se retrouver, par exemple, avec des doublons. Donc quand vous allez faire votre requête ensuite, il faut bien penser à faire le select distinct pour dédoublonner, quoi. Donc la méthode curseur, elle est un peu plus gourmande, donc c'est pour ça que Google ne l'applique pas. Mais là, c'est de se dire, j'enregistre la requête, le mot-clé auquel je me suis arrêté, par exemple, et je repars de là pour faire la pagination. Donc voilà, c'est une petite subtilité, mais qui a son importance. En tout cas, l'info de ce slide-là, c'est de dire qu'on peut récupérer 50 000 lignes à chaque requête API, maximum. Donc ça va vite, un peu. On l'a souvent atteinte. Voilà, deuxième bonne pratique pour limiter le trafic anonyme dans vos données, c'est de requêter de la manière la plus granulaire possible. Donc pour la période, par exemple, c'est de requêter au jour. Il ne faut pas requêter à la semaine ou requêter au mois, parce que sinon vous allez vous retrouver avec plus d'échantillonnage que si vous requêtiez à la journée. Et c'est vrai aussi pour tous les paramètres que vous pouvez passer, le pays, le device ou d'autres. Alors une autre astuce qui est très intéressante consiste à ouvrir des propriétés de la Search Console par répertoire, parce que ça va vous permettre, pour chacun de ces répertoires, d'aller récupérer, là encore, 50 000 lignes par jour, et donc d'avoir beaucoup plus de données que si vous étiez sur une propriété qu'on appelle domaine, c'est SC domaine. Et donc là, vous avez un test à droite, on a masqué le nom du client, mais vous voyez sur la propriété SC domaine là-haut, j'ai 158 000 mots-clés différents pour 218 000 clics.
quand j'ouvre une propriété pour chacun des répertoires pays et que j'additionne l'intégralité de ces répertoires pays, j'obtiens 580 000 mots-clés pour 400 000 clics. Donc j'ai 3 fois plus de mots-clés et 2 fois plus de clics en clair sur lesquels je vais pouvoir travailler et qui vont me permettre d'avoir une meilleure visibilité et donc des rapports et des recommandations potentiellement plus pertinentes par rapport à mes analyses. Alors, ça paraît con comme ça, mais ce n'est pas si simple à faire non plus, parce qu'à partir du moment où vous ouvrez plusieurs propriétés par répertoire, bah, vous n'avez pas la home. Donc ça veut dire qu'il faut aussi requêter la propriété domaine, récupérer les données juste pour la home, et puis reconsolider tout ça dans votre système de base de données que vous utilisez. Mais au moins, vous avez plus de data. Surtout sur les gros sites, c'est important. Alors un exemple directement issu de l'interface Google Search Console, parce que ce que je vous explique là, c'est vrai aussi sur l'interface, hein, ce n'est pas seulement sur le requêtage API. Si vous avez 2 propriétés et que vous allez dans la Search Console, vous allez faire une recherche sur une URL spécifiquement, vous allez avoir des clics, donc là on a masqué l'URL, mais c'est sur un client qui, sur la même période donnée, pour 2 propriétés différentes, avait 1400 clics d'un côté, 1600 de l'autre. Donc ça montre bien, là encore, les effets de l'échantillonnage de la Search Console. Un autre exemple que vous pouvez faire directement dans l'interface pour vous permettre de bien matérialiser cette problématique-là. Vous allez sur la Search Console, type de recherche web, les 3 derniers mois, et vous mettez une page dans le filtre, vous requêtez sur une page. Ensuite, vous ouvrez, vous savez, un peu en dessous, vous avez les onglets. Donc vous prenez l'onglet Device, et vous additionnez les 3, mobile plus ordinateur plus tablette. Et vous allez vous rendre compte que l'addition, qui ici fait 12 000, ne correspond pas au nombre total qu'on vous montre au niveau de l'interface sur la même page de la Search Console. Et ça, c'est un vrai problème, parce que nous, on a souvent des clients qui nous appellent, ils nous disent je ne comprends pas où sont mes données, ou on va remonter des infos et puis ils ne trouvent pas la même chose. Et c'est vrai, même pour les SEO chez l'annonceur, quand ils font leurs analyses, il y a toujours des trucs comme ça qui semblent montrer que la GSC est cassée ou anomalique. En fait, non, c'est juste que c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois qu'on a compris ce principe-là de l'échantillonnage et du fait que dès qu'il y a une dimension pays, par exemple, ou device qui est appliquée à de la donnée, on travaille sur un échantillonnage. Donc ça montre bien qu'au-delà du discours de Google, qui est de dire on protège la vie privée et on ne montre pas certaines requêtes rares, en réalité, il y a une limite. Et d'ailleurs, ils en parlent, hein, c'est un peu planqué dans un post de blog d'octobre 2022. Là. Ils parlent d'une limite quotidienne du nombre de lignes de données. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve chez pas mal de produits Google, hein, pas seulement la Search Console, mais sur Analytics, gratuit. Quand vous faites une requête sur un grand volume de données, plusieurs jours, vous allez aussi avoir de l'échantillonnage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un Google Analytics payant, 360, sur lequel il n'y a pas de données échantillonnées. Vous avez l'intégralité de l'exhaustivité de la donnée. Malheureusement, il n'y a pas encore de GSC 360. C'est dommage, ce serait bien. Il y en a qui seraient prêts à payer pour avoir toutes les données, mais ça n'existe pas. Et donc, vous pouvez voir que les explications, hein, en raison de limitations liées à la latence de diffusion, stockage, au traitement des ressources et à d'autres raisons, c'est quand même assez souvent abscon, très obscur. Et c'est ce qui participe au fait que tout ce phénomène-là est pas clair, pas bien documenté. Et donc, voilà, ça fait poser des questions et ça participe souvent d'une perte de confiance envers cet outil-là. Alors que c'est dommage parce que c'est vraiment les données les plus exhaustives qu'on puisse avoir pour un site par rapport au trafic Google. Donc voilà, un autre exemple de communication. Quand vous effectuez un regroupement par page ou requête, notre système peut supprimer des données afin de calculer les résultats dans un délai raisonnable. Et en fait, toute l'explication est là-dedans. Hein. Gary Ilyes en a parlé en septembre dernier, lors d'une séance de questions-réponses qu'ils font parfois sur leur compte des webmasters. Et ils expliquent là-dedans qu'ils appliquent, en fait, pour pas mal de leurs produits, mais là, de manière très large pour la Search Console, ils appliquent des filtres de Bloom qui permettent d'aller beaucoup plus vite en fait, dans le requêtage,
mais qui du coup voilà, laisse un échantillon important de requêtes sur lesquelles on n'a pas l'info. Je vérifie juste l'heure qu'il est. Encore 5 minutes? C'est tout? Il faut que je me dépêche. Bon, je vais passer vite là sur ce que c'est les filtres de Bloom. En gros, c'est une structure probabiliste qui permet de faire des tests d'appartenance à un ensemble et qui va te dire c'est peut-être dans l'ensemble ou c'est de manière certaine pas dans l'ensemble. Donc sur du split mark-or-mark, par exemple, c'est intéressant. Et c'est ce qui fait que ce modèle-là de filtre de Bloom marche très bien. Ça date des années 70, hein, c'est M. Bloom en 1970 qui l'a lancé, mais ça marche encore et c'est très utilisé chez Google. Alors il y a une manière pour les URL, pas pour les mots-clés, mais pour les URL d'avoir l'intégralité de la donnée, c'est de requêter l'API sans aucune dimension, c'est-à-dire sans device, sans pays. Et là, on a l'intégralité de la donnée par URL, mais on n'a pas les mots-clés qui vont avec. Une fois que vous avez récolté toute la donnée, ben vous allez pouvoir travailler, la transformer avant de la restituer. Donc vous pouvez la mettre dans BigQuery, dans ClickHouse, dans Snowflake, peu importe l'outil de base de données que vous allez utiliser. Et vous allez pouvoir faire des retraitements et identifier des KPI que vous n'auriez pas de manière native dans la GSC qui vont être intéressants, comme le nombre de mots-clés différents qui génèrent des impressions en des clics, le nombre d'URL, votre split mark-or-mark, votre segmentation par URL, par répertoire, par template. Alors, pour nous faciliter un peu la tâche là-dessus, Google a lancé l'année dernière un connecteur natif, le Bulk Data Export, où d'un seul clic sur l'interface GSC, on va pouvoir aller commencer à récolter de l'information beaucoup plus exhaustive issue de la Search Console. Donc, ça marche très rapidement. Alors, il y a pas mal de contraintes et de problématiques. Premièrement, il n'y a pas d'historique. On n'a pas les 16 mois d'historique tels qu'on peut les avoir avec l'API. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller cliquer tout de suite sur le bouton. Il faut un compte owner, hein, même un delegated owner, ça ne suffit pas. Donc il faut vraiment un compte owner. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça va déverser ça dans BigQuery. Et dans BigQuery, ça va vous créer un dataset à chaque propriété. Donc ensuite, il y a du travail encore là, de retraitement, de consolidation à faire. Alors, il y a deux gros avantages à utiliser le Bulk Data Export, malgré les contraintes également. C'est qu'on n'est plus limité aux 50 000 lignes par jour. Donc dès que vous atteignez cette limite-là, si vous vous rendez compte que vous avez un maximum de 350 000 lignes par semaine, c'est que vous la tapez. Et donc ça vaut le coup à ce moment-là d'avoir le Bulk Data Export, vous pouvez exploser les limites. Donc ça, c'est super intéressant. Et autre effet qui se coule, qui est vraiment bien, c'est que alors que dans l'API, pour tout ce qui est trafic anonyme, on n'a juste pas les infos, donc on est obligé de le recalculer. Là, vous voyez, pour chaque, là c'est directement un screenshot de BigQuery. Pour chaque requête anonymisée, on a la ligne nulle. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on va avoir pour ce trafic anonyme, donc la landing page, le pays et le device. Donc on va pouvoir encore plus rentrer dans l'analyse de l'anatomie de ce trafic-là, pour mieux travailler justement le split mark-or-mark ou savoir quelles sont les typologies de pages qui sont concernées par ce trafic plus que d'autres. Ça, c'est un exemple de dashboard qu'on peut monter sur la base de ces données du Bulk Data Export. Donc vous voyez, vous pouvez avoir votre split mark-or-mark anonyme, or-mark et mark, et du coup aller regarder le CTR. Et en fait, plus le CTR se rapproche du or-mark, plus votre trafic anonyme, c'est du or-mark. Nous, on s'est rendu compte que dans la majorité des cas, le trafic anonyme, c'est du or-mark. Mais voilà, il peut y avoir quelques différences. On a parfois même des CTR qui sont plus bas pour le trafic anonyme que le trafic or-mark. Donc ça veut dire que dans votre trafic or-mark, il peut aussi y avoir du résiduel de trafic de navigation. Et puis, vous avez les différences par mobile, par device ou type de recherche, web, image. On a aussi le trafic Discover qui arrive là-dedans. Donc demain, je ferai un atelier avec Xavier Naudot sur le sujet pour entrer un peu plus dans la pratique, s'il y en a que ça intéresse, sur justement comment configurer le connecteur natif et comment monter son premier dashboard avec un Lookers sur la base de ces données. Bon, ça c'est le résumé un peu des chiffres. Hein. 40% des clics sont masqués dans la Search Console, 64% d'impressions sont masquées.
On a un taux de clic moyen de 4,4%, qui est un taux de clic qui est 2,5 fois plus faible sur le trafic anonyme que sur les clics en clair. On a 65% de mots-clés à 0 clic. En gros, le trafic invisible correspond à 60 à 80% à du remarque, selon les cas, après, selon les typologies de sites. Voilà, limitation de 50 000 lignes par call API sur l'API, forcément, et requêté de manière jour par jour et dédoublonné. Bon, c'est un résumé de ce qu'on a vu avant, je passe vite. Et également les données masquées, la pyramide des données masquées par Google. Donc 40% des clics, 60% des impressions sont masquées. On a la limite du nombre de lignes maximum par appel API qu'on peut lever avec le connecteur natif. Et on a la limite quotidienne du nombre de lignes de données, donc ça qui est structurel, qui est vraiment lié au filtre de Bloom et au souhait de gains financiers finalement et de ressources de la part de Google pour éviter que chacun aille taper dans des datasets trop énormes à chaque fois. Voilà, je arrive à la fin. Il y a la question Mug, vous êtes prêts? Comment s'appellent les filtres? Ouais. Ça a été le premier à lever la main. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Merci Olivier. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Ou... Et questions. Merci pour la conf. J'ai une question. Donc oui, c'est un problème récurrent. Il n'y a pas aujourd'hui un outil qui réplique tout simplement la Search Console et qui fait déjà les connexions API et qui réplique avec toutes les datas qu'il y a à faire avec l'extension, je ne me rappelle plus du nom du connecteur. En fait, il faudrait qu'on ait juste une Google Search Console qui est déjà dupliquée avec ce connecteur. Et ça n'existe pas. Tu me tends une énorme perche parce qu'on a un outil comme ça, donc oui. D'accord. On a un outil qui fait ça. Après, on ne va pas remplacer la Search Console. Il y a des vues qui sont natives dans la Search Console qui sont très efficaces. On ne les a pas répliquées. On a essayé de fabriquer quelque chose qui apportait un plus, qui était complémentaire et qui avait une certaine valeur ajoutée par rapport à ça. C'est l'outil data valorisation qu'on commercialise depuis quelques années. Ouais, parce qu'en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on fait toujours des exports à droite à gauche et on perd un temps énorme à consolider les datas pour... Ouais, en fait, toute la difficulté est là, hein, c'est de monter l'infrastructure et les process qui vont permettre d'aller requêter et récolter la donnée, de la transformer en streaming, en fait, tous les jours, et de la restituer dans des bases qui seront elles-mêmes connectées à un front qui, lui, peut être du Lookers ou autre outil de data vise. Sachant qu'il faut faire tous les tests unitaires, est-ce que les données elles ont bien été récupérées? Il y a des bugs quand même parfois dans la Search Console, on peut se retrouver avec des données qui lag ou qui sont mises à jour, c'est-à-dire qu'on a les 48 dernières heures en général, il n'y a pas de données, mais les données des jours 3, 4, 5 peuvent encore bouger pendant quelques temps, donc on est obligé de tout remettre à jour. On a même eu des cas de bugs où il y a manqué de la donnée entre plusieurs semaines dans la Search Console qu'on n'a toujours pas résolu, qui sont vraiment un problème lié à Google. Donc oui, c'est pas si simple, mais une fois que le process est mis en place, après ça tourne et on n'a plus à s'en occuper, quoi. Ouais, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de problèmes justement de perte de données, des lags qui sont plus de jours, des fois c'est une semaine et plus, des datas qui sont perdues. On sent on a l'impression qu'ils limitent les ressources ou qu'ils en ont moins à donner. Et c'est de pire en pire et je ne pense pas que ça va s'arranger. C'est le sens de la marge de Google, hein, ils cherchent la rentabilité à tous les étages, donc ça ne va effectivement pas s'arranger. Nous, aujourd'hui, on est obligé d'aller récupérer les données sur les 15 derniers jours à chaque fois pour être certain d'avoir toute la data. Ouais, et je prends mon cas, nous on est plus sur le 80-85% de données anonymes. Donc wow. C'est violent, ouais. C'est beaucoup plus que ça. Ouais. Dans quel secteur? SaaS. Okay. Bon, je propose qu'on poursuive notre conversation tout à l'heure. Ben, merci à tous. Rendez-vous demain pour ceux que ça intéresse.